Quand Marc Dubois, multimillionnaire de 48 ans, s'agenouilla devant la tombe de sa femme Claire au cimetière du Père-Lachaise à Paris, il pensait que c'était la fin. 3 ans de douleur, 3 ans à pleurer la femme qu'il aimait plus que la vie. Mais quand cette fille en haillons de 16 ans s'approcha et murmura « Votre femme est vivante. Je l'ai vue hier soir. » Son monde s'effondra. Si Claire était vivante, qui avait menti ? Qui avait simulé sa mort ? Et surtout, où était sa femme ces 3 dernières années pendant qu'il mourait de douleur ? Paris, octobre 2024. Le cimetière du Père-Lachaise était enveloppé d'un brouillard automnal qui rendait tout plus mélancolique. Marc Dubois, 48 ans, propriétaire d'un empire immobilier de 331 millions d'euros, marchait lentement entre les pierres de Tombal en marbre avec un bouquet de roses blanches à la main. C'était le 3e anniversaire de la mort de Claire, sa femme, et comme chaque année, Marc venait ici pour passer toute la journée près de sa tombe. Il portait son plus beau costume noir, le même qu'il avait mis le jour des funérailles, celui que Claire lui avait offert pour leur dernier anniversaire de mariage. La tombe de Claire Dubois était une des plus belles du cimetière, marbre blanc de Carrare, une photo encadrée qui montrait son sourire radieux et l'inscription « Épouse et mère bien-aimée, ton sourire illumine encore nos journées ». Marc s'agenouilla devant la pierre tombale et posa délicatement les roses. Ses mains tremblaient tandis qu'il caressait la photo de Claire. À 42 ans, elle avait été la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Cheveux châtains qui brillaient au soleil, yeux verts profonds comme la mer, un sourire qui lui faisait oublier tous les problèmes du monde. « Bonjour mon amour », murmura Marc d'une voix brisée. 3 ans ont passé et je n'arrive toujours pas à accepter que tu ne sois plus là. Ces 3 dernières années, Marc était devenu l'ombre de lui-même. Ses affaires marchaient pas encore bien, mais il avait perdu l'intérêt pour tout. Il ne sortait jamais, ne voyait pas d'amis, n'avait jamais regardé une autre femme. Claire avait été son monde, et sans elle, tout avait perdu son sens. Léa a tellement grandi, continua-t-il à parler à la photo. Elle a maintenant 19 ans et fait ses études. Elle est belle comme toi. Parfois, elle me regarde avec tes mêmes yeux, et pendant un moment, je pense que tu es revenu. Marc sortit de sa veste une lettre froissée, la même qu'il lisait chaque année ce jour-là. C'était la dernière lettre que Claire lui avait écrite avant l'accident. Marc, mon amour, je sais que nous avons été distants dernièrement, mais je veux que tu saches que je t'aime plus que ma vie. Il y a des choses que je dois te dire, des secrets que j'ai gardés pour te protéger, mais bientôt tout se résoudra et nous pourrons être heureux comme avant. Je t'aime pour toujours. Claire. Cette lettre le tourmentait depuis 3 ans. Quel secret! Que devait lui dire Claire? Elle était morte avant de pouvoir les lui révéler, et maintenant Marc ne le saurait jamais. Alors qu'il était sur le point de se lever, il entendit des pas légers derrière lui. Il se retourna et vit une fille d'environ 16 ans, maigre avec des vêtements déchirés et sales, des cheveux ébouriffés. Elle était clairement une sans-abri, une de ces filles qui vivant dans la rue dans les banlieues de Paris. « Excusez-moi, monsieur, dit la fille d'une voix timide. Vous êtes Marc Dubois ?» Marc la regarda surpris. « Oui, c'est moi. Qui es-tu » La fille regarda nerveusement autour d'elle, comme si elle avait peur d'être vue. « Je m'appelle Sophie. Je dois vous dire quelque chose de très important. » « Ce n'est pas le moment, petite. Je rends visite à ma femme. » « C'est justement de votre femme que je dois vous parler, » dit Sophie en s'approchant. « Claire Dubois. » Marc sentit son cœur s'arrêter. « Comment connais-tu le nom de ma femme ?» Sophie baissa la voix jusqu'à un murmure. « Parce que votre femme est vivante. Je l'ai vue hier soir. » Le monde de Marc s'arrêta complètement.
Marc regarda la fille comme s'il avait mal entendu. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Votre femme Claire est vivante, répéta Sophie avec plus de force. Je l'ai vue hier soir dans une maison à Belleville. Elle allait bien. Marc se leva d'un bond, attrapant Sophie par les épaules. « Tu es folle. Ma femme est morte il y a 3 ans. J'étais à ses funérailles. Je l'ai vue dans le cercueil. »« Non, monsieur, écoutez-moi, dit Sophie en se libérant de son emprise. Je vis dans la rue depuis que mes parents sont morts. Je connais chaque coin de Paris. Il y a 3 jours, j'ai vu une femme qui me donnait à manger. Elle était identique à la photo des journaux d'il y a 3 ans. » Marc sentit ses jambes faiblir. Il s'assit sur le banc de marbre à côté de la tombe. « C'est impossible. Claire était morte dans un accident de voiture. La voiture a explosé, ils ont trouvé ses restes. »« Monsieur Dubois, dit Sophie en s'asseyant à côté de lui, je sais ce que j'ai vu. Cette femme m'a donné à manger et quand je lui ai demandé son nom, elle a hésité. Puis elle a dit qu'elle s'appelait Marie, mais je l'ai reconnue tout de suite. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, pourquoi devrais-je te croire ? Tu es une sans-abri qui veut probablement de l'argent. » Sophie sortit de la poche déchirée de sa veste un petit objet doré. C'était une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille que Marc reconnut immédiatement. Ça lui était tombé pendant qu'elle s'enfuyait, quand elle a entendu des sirènes. Je l'ai ramassée. Marc prit la boucle d'oreille avec des mains tremblantes. C'était celle qu'il avait offerte à Claire pour leur dernier anniversaire. Un petit cœur en or avec gravé « MC pour toujours ». « Où as-tu pris ça ?» balbutia Marc. « Je vous l'ai dit, c'est tombé à cette femme hier soir, cette femme que vous dites être morte. » Marc regarda la boucle d'oreille, puis la tombe, puis encore Sophie. Son esprit rationnel lui disait que c'était impossible, mais ce petit cœur en or était la preuve que quelque chose ne collait pas. « Si Claire était vivante, dit Marc d'une voix brisée, cela signifierait que quelqu'un a simulé sa mort. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, monsieur, je sais seulement ce que j'ai vu. » Marc se leva à nouveau, cette fois avec détermination. « Emmène-moi à elle, emmène-moi à cet endroit où tu l'as vue. » Je ne sais pas si elle y est encore. Elle avait l'air effrayée, comme si elle fuyait quelqu'un. Ça m'est égal, je dois connaître la vérité. Sophie hésita. « Monsieur Dubois, si votre femme est vraiment vivante et que quelqu'un l'a fait disparaître, cela signifie qu'elle est en danger, et que nous pourrions l'être aussi si nous commençons à poser des questions. » Marc regarda la photo de Claire sur la tombe. S'il y avait ne serait-ce qu'une possibilité qu'elle soit vivante, il devait le découvrir. Peu importe à quel point c'était dangereux. « Sophie, dit Marc d'une voix ferme, si tu m'aides à la trouver, je te donnerai tout ce que tu veux. Une maison, de l'argent, un avenir, mais tu dois m'aider. » Sophie hocha lentement la tête. « D'accord, mais nous devons faire attention. J'ai le soupçon que cette histoire est beaucoup plus compliquée qu'elle ne paraît. » En quittant le cimetière, Marc ne savait pas que cette conversation avait été écoutée par quelqu'un caché derrière une tombe. Quelqu'un qui savait maintenant que le secret était sur le point d'être découvert. Marc conduisit sa BMW à travers les rues de plus en plus dégradées qui menaient à Belleville, un des quartiers les plus pauvres de Paris. Sophie était assise à côté de lui indiquant le chemin avec une nervosité croissante. « C'est ici, dit Sophie quand ils s'arrêtèrent devant un immeuble délabré des années 70. 3e étage, appartement 15. » Marc regarda le bâtiment gris avec les fenêtres cassées et les graffitis sur les murs. Il était impossible d'imaginer Claire, habituée au luxe de leur hôtel particulier à Neuilly, vivre dans un endroit pareil. Ils montèrent tôt les escaliers sombres et malodorants. L'appartement 15 avait une porte en bois écaillée sans nom sur la plaque. Marc hésita un moment, puis frappa doucement. Pas de réponse. Il frappa plus fort. « Claire, c'est Marc. » Ils entendirent un des pas rapides dans l'appartement, puis le bruit d'une fenêtre qui s'ouvrait. Sophie courut vers la fenêtre de l'escalier et regarda dehors. « Elle s'enfuit !» cria-t-elle. « Par la cour intérieure. » Marc ne réfléchit pas à 2 fois. Il dévala les escaliers, sortit de l'immeuble et courut vers la cour intérieure.
Il vit une silhouette féminine qui s'enfuyait à travers un portail à l'arrière. Pendant un moment, la femme se retourna. Même de loin, même avec les cheveux coupés courts et teints en noir, même avec des vêtements pauvres et négligés, Marc la reconnut. C'était Claire. « Claire !» cria Marc de toutes ses forces. La femme s'arrêta un instant comme si le son de sa voix l'avait frappé comme la foudre. Leurs yeux se rencontrèrent pendant une seconde qui sembla éternelle. Puis Claire reprit sa course et disparut entre les immeubles. Marc resta immobile dans la cour, le cœur battant si fort que ça lui faisait mal. Elle était vivante. Claire était vivante. Sophie le rejoignit, essoufflée. « Vous l'avez vue ?» ?»« Oui, murmura Marc. C'était elle, c'était vraiment elle. » Ils retournèrent à l'appartement et Marc enfonça la porte d'un coup de pied. L'appartement était petit et misérable. Un lit double, une kitchenette, une salle de bain minuscule. Mais sur le lit, il y avait des vêtements de femme, et sur la table de nuit, une photo. Marc prit la photo et le monde lui tourna. C'était une photo de lui, Claire et Léa, prise 2 ans avant la mort de Claire. Mais le plus choquant était que la photo avait été découpée. La silhouette de Marc avait été coupée. Il ne restait que Claire et Léa. « Quelqu'un lui a fait croire que vous étiez mort, » dit Sophie en regardant la photo. « Ou quelqu'un l'a forcé à simuler sa mort, » répondit Marc. En continuant à fouiller l'appartement, Marc trouva un autre indice dévastateur. Un flacon de médicaments avec le nom Marie Martin sur l'étiquette. C'était un pot des antidépresseurs très fort. Marc Dubois ? Ils se retournèrent brusquement. Dans la porte se tenait un homme d'environ 60 ans, élégamment vêtu, avec un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Qui êtes-vous » demanda Marc. « Je suis quelqu'un qui connaît toute la vérité sur votre femme, et si vous voulez la revoir vivante, vous devez venir avec moi. » Sophie attrapa le bras de Marc. « N'y allez pas, c'est un piège. » L'homme rit. « Fille intelligente, mais vous n'avez pas le choix. Si vous ne venez pas avec moi, Claire mourra vraiment cette fois, et vous deux aussi. » Marc regarda Sophie, puis l'homme. Chaque fibre de son corps lui disait de ne pas faire confiance, mais s'il y avait une possibilité de sauver Claire, il devait prendre le risque. « D'accord, » dit Marc, « mais elle vient avec nous. » Il désigna Sophie. « Comme vous voulez, mais rappelez-vous, monsieur Dubois, certains secrets valent mieux être laissés enterrer. » Tu aimes cette histoire, ma quoi ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. L'homme les conduisit à travers Paris jusqu'à une villa isolée en banlieue. C'était un endroit que Marc n'avait jamais vu. Élégant mais sinistre, entouré de hauts murs et de caméras de sécurité. « Qui êtes-vous » demanda Marc en entrant. « Je m'appelle Robert Leclerc. J'étais, disons, l'associé en affaires de votre femme. » Claire n'avait pas d'affaires, elle était architecte, travaillait pour des cabinets privés. Robert sourit amèrement. « Monsieur Dubois, votre femme avait beaucoup de secrets, et tous très dangereux. » Il les fit asseoir dans un salon luxueux. Sur les murs, il y avait des photos de Claire dans des situations que Marc ne reconnaissait pas. Claire parlant avec des hommes en costume cher, Claire signant des documents, Claire dans des endroits qui ressemblaient à des bureaux de banque suisse. « Il y a 3 ans, commença Robert, votre femme était impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent sale. J'étais l'intermédiaire entre elle et certains, disons, investisseurs internationaux peu recommandables. » Marc sentit son monde s'effondrer encore. « Vous mentez, Claire n'aurait jamais fait une chose pareille. Votre femme avait des dettes de jeu de 5 millions d'euros, monsieur Dubois. Des dettes envers des gens qui n'acceptent pas les retards de paiement. Claire ne jouait pas, elle jouait en ligne, sur des sites illégaux. Poker, casino virtuel, paris. Elle a perdu tout l'argent qu'elle avait, puis elle a commencé à utiliser les comptes de l'entreprise familiale. Quand elle a découvert que vous étiez sur le point de découvrir les mouvements bancaires suspects, elle a accepté de nous aider. » Marc se leva furieusement. « Assez, où est ma femme ?» Robert appuya sur un bouton d'une télécommande. Sur un écran apparut une vidéo en direct. Claire était dans une chambre blanche, assise sur une chaise, les mains liées. Elle semblait droguée et confuse. « Claire !» cria Marc. Robert monta le son. On entendait la voix de Claire, faible et distante. « Marc, je suis désolé. J'ai tout gâché. Je t'ai menti pendant des années. L'argent, tout cet argent, c'était pour protéger Léa. » « Protéger Léa de quoi ?» demanda Marc à l'écran. Robert éteignit la vidéo. « De moi, monsieur Dubois. Voyez-vous, votre fille n'est pas votre fille. » Le silence dans la pièce fut assourdissant. « Léa, c'est ma fille et celle de Claire. Une relation que nous avons eue il y a 20 ans, avant que Claire vous épouse. Quand Claire a commencé à avoir des dettes, je lui ai fait une proposition. Simuler sa mort et venir vivre avec moi ou révéler la vérité sur Léa.
Marc se sentit comme si quelqu'un lui avait arraché le cœur de la poitrine. « Léa n'est pas ma fille. Claire a choisi de vous protéger de la douleur de la vérité. Elle a simulé sa mort avec mon aide. Mais maintenant, elle en a assez de cette vie et veut revenir. Le problème est qu'elle en sait trop sur nos affaires. » Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva soudainement. « Menteur ?» Robert la regarda surpris. « Quoi, je connais Léa Dubois. Nous allons au même lycée, même si elle ne s'en rend pas compte car nous sommes dans des classes différentes. Et Léa est identique à son père. Elle a les mêmes yeux, le même nez, la même expression. Elle ne vous ressemble pas du tout. » Robert pâlit. « Tu ne peux pas le savoir. » De plus, continua Sophie, si Claire avait vraiment des dettes de jeu, pourquoi toutes les cartes de crédit étaient-elles encore actives quand elle est morte ? Pourquoi M. Dubois n'a-t-il jamais reçu de demande de paiement de créanciers ? Marc regarda Sophie avec gratitude. La fille avait raison. Robert se leva nerveusement. Peu importe, maintenant vous en savez trop tous les deux. Où est Claire, Gouin ? Demanda Marc d'une voix menaçante. Elle est en sécurité, et elle le restera si vous faites tout ce que je dis. Mais Robert ne savait pas que Sophie avait un plan. Pendant que Robert téléphonait dans la pièce d'à côté, Sophie s'approcha de Marc et murmura « Je sais qui est vraiment cet homme. Mon père était détective privé. Avant de mourir, il enquêtait sur Robert Leclerc pour chantage contre des femmes mariées riches. » Marc sentit la colère exploser en lui. Donc Claire est une victime. Robert revint dans la pièce. « J'ai parlé avec mes associés. Claire a assez vécu, et vous aussi. » Robert sortit un pistolet de sa veste. Mais Sophie lança un vase contre lui, le frappant à la tête. Marc se jeta sur lui, luttant pour l'arme. Pendant la bagarre, le coup partit, brisant une fenêtre. Robert tomba au sol, étourdi. « Vite !» cria Sophie. « Nous devons trouver Claire. » Au sous-sol, ils trouvèrent Claire assise sur une chaise, sous l'effet de sédatifs. « Claire !» Marc la secoua doucement. « C'est Marc, je suis là pour te ramener à la maison. » Claire ouvrit lentement les yeux. « Marc, c'est vraiment toi ? » ?»« Oui, mon amour, je suis là. » Claire commença à pleurer. « Il m'a forcé. Il a dit qu'il vous ferait du mal à toi et à Léa. » Sophie surveillait la porte. « J'entends des sirènes. J'ai appelé la police. » Ils sortirent de la villa pendant que les voitures de police arrivèrent. Robert Leclerc fut arrêté avec ses complices. 2 mois plus tard, l'hôtel particulier Dubois à Neuilly était à nouveau plein de vie. Claire se remettait du traumatisme, aidée par un psychologue et l'amour de sa famille. Léa avait accueilli le retour de sa mère avec des larmes de joie. Sophie vivait maintenant avec eux. Marc lui avait proposé de faire partie de la famille et elle avait accepté. « Comment as-tu survécu ?» demanda Marc à Claire un soir. « En pensant à toi et à Léa, » répondit Claire. « Robert m'avait fait croire que si je m'enfuyais, il vous tuerait tous les deux. Il me montrait de fausses photos de tes funérailles. Je croyais t'avoir perdu pour toujours. » Marc l'embrassa tendrement. « Claire, tu étais une victime. Il n'y a rien à pardonner. » Robert avait découvert certains de mes mauvais investissements et a commencé à me faire chanter. Je n'ai jamais joué comme il le prétendait. Ce soir-là, la famille TVT va réunir à nouveau, Marc, Claire, Léa et Sophie. « Papa, dit Léa, demain je vais au cimetière enlever la pierre tombale de maman. » Bien, dit Marc. Maintenant c'est un symbole de renaissance. Sophie parla. Monsieur Dubois, ce jour-là au cimetière, vous m'avez cru immédiatement. Pourquoi ? Marc sourit. Parce que l'amour vrai ne meurt jamais, Sophie. Il peut être caché, mais il ne meurt jamais. Claire prit les mains de Marc et Sophie. Et grâce à une fille courageuse, notre amour a trouvé le chemin de la maison. 2 ans plus tard, Sophie obtint son diplôme avec les meilleures notes et choisit d'étudier la criminalistique. « Je veux aider d'autres familles, dit-elle. » Le jour de sa remise de diplôme, Marc murmura à Claire « Parfois les anges n'ont pas d'ailes. Parfois ils ont juste le courage de dire la vérité. » Leur histoire prouva que l'amour vrai peut surmonter n'importe quelle tromperie, que la vérité a toujours la force d'émerger et que parfois les sauveurs viennent des situations les plus inattendues. Si cette histoire vous a ému aux larmes, si vous croyez que l'amour vrai peut surmonter n'importe quelle tromperie et que la vérité a toujours la force d'émerger, laissez un petit cœur ci-dessous. Je veux vous entendre.
Avez-vous déjà senti que quelque chose d'important vous était caché? Croyez-vous que l'instinct du cœur est plus fort que l'épreuve des yeux? Racontez-moi vos histoires de vérités cachées et de retrouvailles miraculeuses dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché le cœur, si vous croyez que l'amour vrai ne meurt jamais. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'histoires qui prouvent que la vérité triomphe toujours. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de croire que les miracles existent encore. Commentez, la vérité émerge toujours. Si vous aussi croyez qu'aucun secret ne peut rester caché pour toujours. Souvenez-vous, peu importe à quel point les mensonges sont élaborés ou à quel point ceux qui les racontent sont puissants, l'amour vrai et la vérité ont toujours la force d'émerger. Et parfois, ce sont les personnes les plus humbles et courageuses qui mettent au jour ce que d'autres voudraient garder caché. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec une autre histoire qui vous fera croire en la force de l'amour et du courage. Je vous aime, famille du cœur.